Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Le Burkina Faso est-il devenu un pays dangereux? En tout cas, une série de mesures prises par les États-Unis tendent à l'affirmer. La réaction de Ouagadougou n'a pas tardé. Explication dans ce journal. En Namibie, le dépouillement des bulletins de vote se poursuivait ce jeudi au lendemain d'élections générales où le parti au pouvoir devrait conserver la présidence. Abomination absolue, c'est ainsi que Pékin qualifie la promulgation par Donald Trump d'une loi soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Pékin menace Washington de représailles. Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire est plus que préoccupante. Plusieurs chancelleries ont déjà déconseillé le pays à leurs ressortissants. Il y a quelques jours, les États-Unis ont annoncé le rapatriement prochain des enfants américains mineurs. Une situation très mal vue dans le pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Réagissant aux récentes mesures prises par Washington, le porte-parole du gouvernement burkinabé a reconnu la précarité de la situation sécuritaire, mais soutient que les autorités font de leur mieux. Je sais que nous avons un pays, c'est le Burkina Faso, que nous avons des forces de sécurité qui travaillent à consolider la sécurité, que la situation dans certains endroits a été critique ou peut-être critique, mais que chaque fois, nos FDS ont été là pour relever les défis. Donc chacun d'entre nous parle à ces populations et comme moi je dis, eux ils ont la possibilité de repartir chez eux, nous on n'en a pas. La seule possibilité que nous avons c'est de rester chez nous. Il y a une semaine, la note a fait le tour des réseaux sociaux. 22 enfants, des élèves, quitteront le Burkina Faso avant le 1er décembre. Une décision prise par prudence, selon l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou, au regard de la détérioration de la situation sécuritaire. Hier, dans une vidéo publiée sur la page Facebook de l'ambassade, le diplomate américain s'explique. J'ai pris la décision d'envoyer hors du pays nos enfants mineurs pour mieux nous configurer à focaliser et mettre notre ambassade sur le pied de guerre pour aider le Burkina Faso à mieux confronter cette menace difficile. Cette décision était vraiment difficile. Toujours hier, dans un communiqué du département d'État américain, Washington a déconseillé aux voyageurs américains de mettre les pieds au Burkina Faso en raison de la situation sécuritaire. Les États-Unis, les Américains utilisent des outils de suivi de la situation sécuritaire et des menaces sécuritaires. Donc c'est en application des résultats de ces outils de suivi que l'ambassadeur a dû prendre cette mesure-là. Il y a une semaine, le ministère français des Affaires étrangères avait classé tous les pays en zone rouge et orange pour les touristes occidentaux, c'est-à-dire déconseillés, sauf raison impérative ou formellement déconseillés. Il y a 6 mois, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada avaient interdit, sinon déconseillé à leurs ressortissants de se rendre au Burkina Faso. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Insécurité également en RDC où 4 membres d'équipe anti-Ebola ont été tués et 5 autres blessés dans 2 attaques armées la nuit dernière dans l'est du pays. C'est ce que rapporte l'Organisation mondiale de la santé. Un agent du ministère congolais de la Santé et 2 chauffeurs ont été tués dans l'assaut contre une base où vivent des personnels de la riposte anti-Ebola à Biakato dans la province de l'Ituri. Un policier congolais qui gardait les installations a été tué dans une autre attaque contre un bureau de coordination de la riposte anti-Ebola à Mangina dans la province du Nord Kivu. C'est de Mangina qu'est partie la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais. C'était en juillet 2018. À Namibie, le dépouillement des bulletins se poursuivait ce jeudi au lendemain d'élections générales. Vu les premiers décomptes, le parti au pouvoir depuis 1990 risque de perdre des élus face à la grogne croissante de la population, même s'il est quasi assuré de conserver la présidence. Les précisions avec Irénée Hermanongo.
La commission électorale a refusé de donner une date pour la publication des résultats provisoires. Pourtant, en 2014, ils avaient été publiés au lendemain du scrutin. La Namibie est cependant le premier pays africain à introduire des machines à voter électroniques censées accélérer le processus de vote et de dépouillement. En fait, j'ai été surpris parce que ce que je sais, c'est que lors des élections précédentes où nous avions voté sans les machines électroniques, c'était plus vite. Mais cette fois-ci, c'était trop plein avec de longues files d'attente. C'était donc une surprise pour nous. Nous espérons cependant que tout se passera bien. De grâce, nous avons besoin que les résultats soient publiés le plus rapidement possible. Mercredi, les bureaux de vote avaient dû rester ouverts tard dans la nuit face à l'afflux d'électeurs et à la lenteur du processus. Une lenteur frustrante, une élection émaillée de défaillances selon certains électeurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu voter et c'est un problème. Ils doivent mettre plus de machines ou ils doivent changer les jours pour qu'on ait 2 jours par exemple. Si aujourd'hui je n'ai pas pu voter, demain je voterai. Comme vous pouvez le constater, toutes ces personnes attendent. Nous ne savons pas si c'est à cause des machines à voter électroniques, mais les gens se plaignent. Tout le monde ici veut rentrer chez lui sans voter. Beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux sans voter. Donc je pense que ce sont les machines qui sont inadéquates. Dans la matinée, le site internet de la commission électorale ne présentait des résultats partiels que pour 4 des 121 circonscriptions. Le président nigérien s'est entretenu à Niamey avec des chefs touaregs de Kidal, une région du nord malien. Mahamadou Issoufou les avait récemment accusés d'être une menace pour la stabilité du Sahel. Invité par le président nigérien, la délégation de la coordination des mouvements de l'Azawad et Mahamadou Issoufou ont parlé de la récente déclaration de ces derniers sur le statut de Kidal. D'après le site Actu Niger, qui cite un responsable touareg, la rencontre a permis de mettre fin à cet incident. En septembre, à Bamako, Mahamadou Issoufou s'était plaint que des groupes armés maliens, signataires de l'accord d'Alger de 2015, aient une position ambiguë vis-à-vis des djihadistes. Des centaines de familles de réfugiés à Maban ont du mal à reconstruire leurs maisons qui ont été détruites par les inondations du mois dernier. Les sinistrés qui ont cherché refuge dans les écoles, les centres de santé et les hautes terres rentrent lentement chez eux à mesure que le niveau de l'eau baisse. Maban accueille un total de 143 000 réfugiés soudanais installés dans 3 camps de Doro, Youssouf Batil et Gendereza. Le récit est de Blanche Sanou. Le pays est sur la voie d'un relèvement progressif après 6 années de guerre civile et doit maintenant faire face à des inondations que la région n'a pas connues depuis près de 4 décennies. Les répercussions sont considérables: destruction des habitations, submersion des routes, accès aux services publics, sans parler du risque accru de propagation des maladies. Nous exhortons les agences ou les donateurs à soutenir cette opération à Maban afin que les gens puissent recommencer une nouvelle vie. Et cela passe par la reconstruction des infrastructures, c'est-à-dire les maisons, les hôpitaux, car comme vous pouvez le voir ici, tout a été endommagé. Les gens dorment à même le sol, donc c'est terrible. À titre de réponse immédiate, le HCR a prépositionné des kits d'abri d'urgence et une assistance matérielle pour aider plus de 5 000 familles affectées, soit quelques 25 000 personnes, à reconstruire et réparer les abris endommagés, mais un complément d'aide est nécessaire. Je suis venu ici pour construire pour les enfants afin qu'ils puissent dormir à l'intérieur, parce qu'actuellement, ils dorment dehors. Donc j'accélère afin de leur fournir un toit, même si je n'ai pas non plus d'énergie pour travailler. Mais je n'ai pas le choix. Que puis-je faire si les enfants sont assis sous le soleil et les moustiques? L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés travaille aux côtés de ses partenaires et des autorités locales pour accélérer l'acheminement de l'aide d'urgence. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, ira au Maroc la semaine prochaine, un partenaire essentiel dans la stratégie diplomatique des États-Unis dans la région, qui inclut la normalisation des relations avec Israël. Le secrétaire d'État sera le plus haut responsable américain à se rendre au Maroc depuis l'élection de Donald Trump.
Après son arrivée à Rabat le 4 décembre, Mike Pompeo s'entretiendra avec le roi Mohamed VI. C'est du moins ce que précise le département d'État américain. Pékin a réagi avec colère à la promulgation par le président américain Donald Trump d'une loi soutenant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong. La Chine qualifie cette décision d'abomination absolue et menace Washington de représailles. Selon les experts, cette loi interfère gravement dans les affaires intérieures de la Chine avec le prétexte de soutenir les droits de l'homme et la démocratie. Arzuma Compaoré. La loi sur les droits de l'homme et la démocratie de Hong Kong impose au président américain d'examiner annuellement le statut commercial favorable à la ville et de menacer de le révoquer si les libertés du territoire semi-autochtone sont annulées. Trump avait semblé réticent à signer le projet de loi, mais a subi de fortes pressions du Congrès, où la question avait attiré un rare soutien bipartite. Dans les cercles politiques de Hong Kong, on condamne cette mesure. Avec les États-Unis, c'est toujours 2 poids, 2 mesures en matière de droits de l'homme. Il ne s'agit pas d'un double standard, mais de plusieurs standards. Les États-Unis baisseront leurs critères si vous êtes leur allié. Mais s'ils vous traitent comme un ennemi, alors il n'y a pas de normes. Nous pensons que la loi interfère non seulement dans les affaires de Hong Kong et la souveraineté de la Chine, mais elle stimule également les émeutiers à Hong Kong. Pour l'activiste pro-démocratie Joshua Wong, la loi signée par Trump envoie un message clair à Pékin. Un message clair a été lancé à Pékin. La Chine ne doit pas ignorer la voix des Hongkongais. Et le seul moyen de désamorcer la situation est de réformer la police et de mettre fin à la brutalité policière. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 jours, l'ambassadeur des États-Unis à Pékin, Thierry Branstad, a été convoqué au ministère chinois des Affaires étrangères qui a appelé Washington à ne pas mettre en œuvre le texte incriminé. Pour Martin Sif, analyste Global Policy Institute, cette loi entre dans le cadre d'une stratégie américaine connue. C'est la même histoire partout et cela n'a jamais conduit à plus de prospérité ni à plus de paix. La différence est que la Chine est assez grande pour résister aux États-Unis et prendre soin d'elle-même. Le Congrès américain a également approuvé une mesure interdisant la vente à la police hongkongaise de matériel destiné à réprimer les manifestations. Une résolution également promulguée par Donald Trump. La question est de savoir si cette décision va mettre en péril les transactions en cours entre Washington et Pékin pour sceller un accord et mettre fin à leur guerre commerciale. Le sud de l'Irak était à feu et à sang ce jeudi. 27 manifestants ont été tués dans la répression des forces de l'ordre. Les protestataires attaquaient des bâtiments officiels dont le consulat d'Iran dans la ville sainte chiite de Najaf. Pour tenter de contenir la spirale de violence, les autorités ont limogé un général initialement dépêché pour rétablir l'ordre dans le sud. Mais les manifestants ne se replient pas. À Nasiriyah, foyer historique de révolte en Irak, les manifestants ont d'abord incendié un QG de la police, puis encerclé le commandement militaire de la province où se trouvent les ruines de la ville antique d'Our. Ils ont formé par milliers un cortège funéraire aux martyrs dans le centre-ville, défiant un couvre-feu imposé plus tôt. Et puis, à quelques jours du sommet de l'OTAN à Londres, le président français Emmanuel Macron a assumé ses propos controversés dans un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist le 7 novembre. Il avait déclaré « Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN ». Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Ce jeudi est jour de fête ici aux États-Unis. Les Américains célèbrent la Thanksgiving, une occasion d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude. Mais pour beaucoup, c'est aussi l'anticipation de Black Friday. Dans ce journal, nous parlerons de maternité avec cette initiative au Malawi. Il s'agit d'une clinique pour femmes qui a vu naître depuis sa création pas moins de 8800 bébés. En sport, Eric Bailly retrouve le sourire. Le défenseur central ivoirien a repris l'entraînement avec son club Manchester United après plusieurs mois d'absence. Parlons tout d'abord de maternité. Charity Salima, la fondatrice d'une maternité malawite pour femmes à faible revenu, a annoncé un bilan positif depuis son ouverture en 2008. La clinique a enregistré plus de 8800 nouveau-nés en vie et en parfaite santé, ainsi que leurs mères. Pour ses efforts visant à améliorer l'accès à un accouchement sans danger, elle a été surnommée Florence Nightingale du Malawi, en hommage aux soins modernes dispensés dans son établissement. Un reportage de Lamek Massina dit par Blanche Sano. Grace a donné naissance en novembre dernier à un bébé en bonne santé, son 4e enfant, à la clinique communautaire à Chikondi. Depuis 2008, cette maternité a pour ambition d'aider les femmes qui n'ont pas assez de moyens à accoucher en toute sécurité. Depuis lors, la clinique a effectué plus de 8800 accouchements avec succès, sans perte de mère ni d'enfant, selon sa fondatrice. C'est un record remarquable au Malawi, un pays où, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le taux de mortalité moyen pour 1000 naissances est de 22 décès pour les bébés et 6 pour les mères. Il y a une grosse différence. Les hôpitaux publics sont encombrés, les femmes accouchent par terre et parfois une infirmière est responsable de 3 femmes enceintes. Cela compromet la santé des mères et des enfants, mais ici, j'ai reçu un bon traitement. Les chiffres de l'accouchement réussi fournis par la clinique signifient que l'établissement bat non seulement la moyenne mondiale de 17 décès de nouveau-nés pour 1000 naissances, mais également la moyenne des pays riches. En Grande-Bretagne cette année, Charity Salima a reçu le prix Point of Life du Commonwealth pour ses efforts dans la lutte contre la mortalité infantile. Tout ce succès est arrivé parce que nous arrivons à prendre en charge les complications le plus tôt possible. La détection précoce de toute anomalie et la réponse adéquate aux besoins, c'est ce qui nous a permis de réussir. Les soins sont gratuits et le bâtiment a été construit grâce aux dons de l'Écosse et de la Norwegian Nurse Organization. La fondation caritative Freedom from Fistula, basée aux États-Unis, intervient aussi en cas de traitement des blessures liées à l'accouchement et finance le dispensaire. Ce jeudi est donc jour férié ici aux États-Unis, mais le monde sportif ne chôme pas. Yacouba Ouedraogo non plus. Il est là pour le rendez-vous des sports. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. On fêtera juste après. Eric Bailly a repris l'entraînement, absent depuis le 25 juillet. Suite à une blessure au genou contractée lors du match de Manchester United contre Tottenham, eh bien, l'Ivoirien, le défenseur central ivoirien souffrait d'une blessure donc au genou. Eric Bailly a finalement retrouvé le camp d'entraînement des Red Devils après une préparation individuelle déjà absent de longues semaines en fin de saison dernière. Et privé de Cannes en Égypte, le champion d'Afrique 2015 est annoncé, disons, pour le 26 décembre prochain, soit le début des hostilités du Boxing Day en Premier League. Et puis, début ce week-end de la phase de groupe de la des Coupes africaines. Et ce sera la première journée en phase de poule de la Coupe CAF. Al-Nasr de la Libye reçoit le Djoliba Athletic Club de Bamako ce dimanche. Un match délocalisé au Caire en Égypte donc. Et pour le coach du Djoliba AC, tout est fin prêt pour affronter le club libyen. Suivez.
Nous allons nous concentrer sur le gazon vert et de pouvoir nous battre pour faire honneur à toute la nation du Mali. Nous allons nous organiser sur le plan technique, tactique, mental pour pouvoir répondre positivement et de pouvoir revenir avec quelque chose de bien de ce que nos fans, les rouges, attendent de nous. Et je sais que ces jeunes gens, ils sont prêts. Dans n'importe quelle adversité, ces jeunes gens-là vont répondre présent. Sachez que nous irons en conquérant, nous irons en grand guerrier pour défendre les couleurs du Joliba. Je veux gagner mes matchs et le reste on verra à la fin. La jeunesse de mon équipe est un atout. Ici, en NBA, Boston et Philadelphie restent invaincus chez eux. Les Celtics ont su se montrer solides pour l'emporter face aux Nets 121-110. Autre équipe imprenable chez elle, les Sixers du Camerounais Joel Embiid, 33 points et 16 rebonds. Philadelphie a enchaîné son 8e succès face aux Kings de Sacramento, 97-91. De leur côté, les Lakers ont sécurisé leur leadership dans la conférence Ouest en enchaînant leur 9e victoire de rang face aux Pelicans 114-110. Les Clippers ont aussi brillé face à Memphis 121-119. Les Blazers l'ont emporté 136-119 face à Oklahoma City. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba et bonne fête de Thanksgiving. On en parlait donc, les Américains, j'y parviens, célèbrent aujourd'hui la fête de Thanksgiving. Cette célébration désormais laïque en Amérique du Nord, qui se fête généralement en famille, a lieu le 4e jeudi de novembre et la plupart des entreprises et des administrations sont fermées ce jour. À Washington, D.C., cela fait 25 ans qu'une famille africaine a décidé de donner un peu d'elle-même aux autres, une manière d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude en ce jour spécial de l'année. Arzouma Compaoré. Pour beaucoup d'Américains, la fête de Thanksgiving, c'est avant tout la grosse dinde, la famille et les amis. C'est aussi un temps de gratitude pour les bénédictions reçues tout au long de l'année. Je suis ici pour célébrer Thanksgiving avec le quartier, dire merci pour la famille et juste le fait d'être en vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y participeront pas cette année. Pour les Hirono, au-delà d'être un moment de réflexion, c'est également une opportunité de servir les moins fortunés. Il y a ceux qui ont faim, ceux qui sont moins chanceux et vivent dans le chaos. Les problèmes de santé mentale, sont frustrés ou veulent se tuer, mais nous les réunissons. Nous nous asseyons et partageons un repas avec eux en leur montrant de la dignité et du respect. Poser des actes d'amour et de compassion et donner un peu de vous-même, cela fait toute la différence. Depuis 5 heures du matin, l'armée de volontaires mise sur pied par Emmanuel Hirono et son épouse Jay, à travers leur fondation, ne ménage aucune énergie pour s'assurer que tout le monde ait un repas de Thanksgiving. Nous avons du riz, des protéines, évidemment des dents, du macaroni au fromage, des haricots verts, puis nous avons des pommes de terre là-bas, du jus d'orange et tout ce dont ils ont besoin pour avoir un repas complet. Comme chaque année depuis 25 ans, la Fondation TIS offre gratuitement des dindes et le nécessaire pour concocter un délicieux repas de famille. Cette année, 800 dindes au total sont offertes en cadeau à la communauté. Je cuisine pour ma famille chaque année. Je vais donc rentrer à la maison pour cuisiner tout ça pour ma mère, mes cousins, mes nièces, mes petits-enfants, ma fille, mon fils, en fait toute la famille. Nous ne venons pas simplement donner de la dinde, nous voulons apporter de la compassion, de la famille et de l'éthique. Asseyons-nous, mangeons et communions ensemble. Nous voulons vous connaître afin que vous puissiez nous connaître. Je ne considère pas l'argent comme étant la solution à tout, mais plutôt quel impact social nous avons dans la vie des gens, de sorte à transformer leur vie. Il fait des choses absolument nécessaires pour la communauté. Pour certaines personnes qui tombent entre les mailles du filet, il est comme une soupape de sécurité. Il offre des formations professionnelles. Regardez cette ligne avec des personnes qui reçoivent gratuitement de la nourriture, de la dinde et un dîner de Thanksgiving. C'est un homme extraordinaire et cela lui vient du cœur. Il est sincère dans tout ce qu'il fait pour la communauté. Pour l'homme d'affaires natif du Nigeria, ce moment de partage est doublement précieux, car si aujourd'hui il a du succès, c'est en partie grâce à cette communauté. Il y a un grand fossé entre l'Afrique et les Afro-Américains, et le don de Dieu est de savoir que nous sommes tous africains, peu importe d'où nous venons. Il est important que nous nous impliquions à un niveau personnel sans tenir compte du gouvernement.
Il aura fallu près de 3 mois pour faire de ce don annuel de dinde un succès. Et ici, tout le monde est volontaire, y compris les employés de Moutir Service, dont Emmanuel est le PDG. Parce que nous avons beaucoup d'employés, nous leur enseignons la compassion. Et à cause de la compassion, ils s'impliquent. Ensuite, nous servons. C'est pourquoi je travaille aujourd'hui. Je suis chauffeur, nettoyeur, cuisinier, je fais tout. Et cela me plaît. Et s'il y a bien une personne envers qui Emmanuel est reconnaissant, c'est son épouse. Ma femme aime servir les gens. Je suis un entrepreneur social à cause d'elle et elle m'a appris un autre aspect de la vie que je ne connaissais pas. Et je lui en suis très reconnaissant. Si la Fondation TIS est le bras qui donne, Moutir Service est celui qui travaille et un pourcentage de ses bénéfices nets annuels est remis à des causes affectant les populations défavorisées et marginalisées. Que ce soit à travers le don annuel de dinde ou la remise de jouets en fin d'année, les deux structures combinent leurs efforts pour faire la différence dans des communautés très pauvres aux États-Unis et en Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, après le dîner de Thanksgiving, les Américains vont pouvoir se rendre dans les magasins pour faire leurs achats dès ce jeudi. Mais les meilleures offres de l'année sont disponibles à partir de vendredi. Cette journée est appelée Black Friday aux États-Unis. Dilly Diko s'est rendu dans les rues pour demander aux New-Yorkais s'ils comptaient cette année faire leurs achats dans les magasins ou sur Internet. Suivons plutôt. Tous les trois, nous aimons faire les magasins ensemble pendant Black Friday et parfois on vient juste pour regarder les gens. C'est marrant d'observer les gens pendant Black Friday. Nous buvons des chocolats chauds et nous faisons le tour des magasins pour voir les meilleures offres. Je n'ai pas d'achat du tout. Non, pas d'achat. Ce que nous faisons, c'est emmener nos petits-enfants voir un spectacle au Radio Music City Hall. L'hiver, nous les emmenons aussi voir une pièce à Broadway et une comédie musicale à l'Opéra Goodspeed. Nous les emmenons également en voyage. Dans 2 ans, nous partons en Autriche parce que le plus petit a 8 ans et il ne pourra pas se rappeler de tout si nous partons maintenant. Ouais, je me réveille tôt, je suis un lève-tôt, je vais venir en ville ou ailleurs et foncer à travers les portes des magasins. Sans mentir, si quelqu'un essaie de me prendre les derniers shots, je vais le leur arracher des mains. Je vais me rendre au magasin. Oui, j'aime cette frénésie, j'aime toucher, sentir et le fait d'être en magasin, quoi. Je ne suis pas une fan de shopping en ligne. Je crois que ce sera un mélange des deux, mais surtout du shopping en ligne. Ma femme s'occupe des achats pour tout le monde, sauf pour elle-même. Du coup, je sais ce que je vais lui offrir pour Noël. Fin de ce journal. Bonne fête à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.